Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 19h. L'UMP s'enlise chaque jour un peu plus dans une crise dont l'issue demeure incertaine. Jean-François Copé refuse certaines des conditions posées par Alain Juppé, appelé à la rescousse. À Notre-Dame-des-Landes, la situation se radicalise. Vaste opération d'évacuation ce matin. 500 gendarmes ont affronté les opposants à l'aéroport. Chaque camp se dit déterminé à aller jusqu'au bout. Au Sénat, rien ne va plus au sein de la majorité. Les communistes devraient s'abstenir sur le projet de loi de finances 2013. Le texte serait alors rejeté. Les socialistes excédés haussent le ton. Ce vendredi est donc le 6e jour du vaudeville à l'UMP et il y a encore du chemin à faire. Ce sont les mots d'Alain Juppé qui a la lourde tâche de sortir le parti de l'impasse. Mais les deux camps s'affrontent toujours sur la répartition des rôles et plus particulièrement sur la place de la commission de recours. Les événements de la journée avec Jérôme Rabier et Nathalie Guilloire. On pensait la médiation d'Alain Juppé en bonne voie, mais le retour au calme n'est pas encore d'actualité à l'UMP. Pire, le ton est encore monté ce matin quand François Fillon a réaffirmé ses conditions. Un parti politique, c'est pas une mafia. Un parti politique, c'est pas un endroit où on peut étouffer les affaires, refuser de dire la vérité. Les seules conclusions que j'accepterai, ce sont celles d'Alain Juppé et de sa commission, parce que c'est la seule instance dans laquelle j'ai confiance. Réponse immédiate de Jean-François Copé qui s'appuie sur les statuts de l'UMP. Pour lui, Alain Juppé ne doit que superviser le processus et non pas trancher les litiges. Seul vaut le verdict qui sera rendu par la Commission nationale des recours prévu par nos statuts, dont j'ai accepté, comme François Fillon, le pensais-je, comme surtout Alain Juppé, que ce soit sous le regard attentif et impartial de la médiation Juppé, qui garantira la transparence absolue des résultats proclamés. Alain Juppé a donc dû de nouveau s'expliquer. Il demande que les membres de la commission des recours ayant pris position pour l'un des candidats durant la campagne se retirent et propose une rencontre en posant de nouveau un ultimatum. Moi maintenant, la prochaine étape, c'est la rencontre Copé-Fillon-Juppé. Est-ce qu'elle peut avoir lieu d'ici dimanche soir ou pas? Si elle n'a pas lieu, j'en tirerai les conséquences que derrière un accord de façade, il n'y a pas de volonté réelle de travailler ensemble. Immédiatement, François Fillon se plie aux exigences du maire de Bordeaux, mais la commission des recours refuse de se voir retirer des membres élus démocratiquement. L'équipe Copé campe sur ses positions, tout en acceptant la rencontre qui aura lieu dimanche soir à 19h. Mais en aparté, le clan Copé insinue qu'Alain Juppé ne serait plus impartial. Si même le cofondateur de l'UMP est désormais mis en cause, comment le parti pourra-t-il se relever de cette élection ratée ? Un feuilleton politique qui fait jaser sur la toile, des réactions de militants excédés aux parodies les plus insolites. L'UMP enflamme le net, Paul Bouffard. L'UMP brûle et la toile se régale. Le duel Fillon-Copé fait rage aussi sur Twitter. Et les tweetos comparent la guéguerre à une partie de Shifumi. Chez les cadres de l'UMP, on ne se gêne pas non plus. Thierry Mariani ironise avec ce tweet. L'avantage du RPR, c'est que nous connaissions les résultats de l'élection 48 heures avant le jour du vote, pas 48 heures après. À gauche, on garde ses distances, mais on ne se prive pas d'un ou deux pics. La sénatrice Laurence Rossignol signe. Ce matin, l'élection UMP était sur le fil du rasoir. Ce soir, ça peut se poursuivre au couteau. Après, il y a encore les crocs de boucher. On parle désormais d'UMP bashing et les internautes se moquent des sourires de façade, comme ceux de Valérie Pécresse. Une animation parodie le sourire à toute épreuve de la filloniste. Le psychodrame est aussi décliné sur la toile en version clip parodique, en musique et en chanson. Copé Fillon, Fillon, Copé couillon, farci, champion fini. À choisir le lard ou le cochon, qui dit Copé, qui dit Fillon. Copé se faufile dans le filet tendu par son copain Fillon. Copé c'est un trop gros poisson, Fillon veut pas le laisser filer. La guerre des chefs à l'UMP a pas fini de nous faire marrer. Copé Fillon, qui sera le patron? Tous voyaient le sage de Bordeaux, Alain Juppé, comme un pacificateur. Eh bien, il faudra peut-être se tourner vers un autre pour éteindre l'incendie. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Opération évacuation à Notre-Dame-des-Landes, théâtre de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Le ton est monté d'un cran entre le gouvernement et les opposants au projet d'aéroport. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, s'est dit résolu à tout mettre en œuvre pour que la loi soit respectée. Cécile Sixou. Il n'était pas préparé à être expulsé de si bon matin. Les opposants au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes dormaient encore quand près de 500 gendarmes les ont sommés de quitter les lieux.
dans ce genre d'opération, on ne va pas claironner à l'avance qu'on arrive avec des moyens importants. Et pour respecter la confidentialité de l'opération, eh bien, tout le monde n'a pas été prévenu. À peine délogés, ils ont assisté aux balles des pelleteuses venues détruire leurs cabanes. À certains endroits, les affrontements ont même dégénéré cet après-midi. Des jets de cailloux et de bouteilles contre des gaz lacrymogènes ont blessé légèrement 4 personnes. Nous allons faire usage de la force. Dernière sommation. En lançant une opération nettoyage, le ministre de l'Intérieur compte bien reprendre possession de 3 sites occupés illégalement. Mais visiblement, les manifestants, eux, ne comptent pas quitter les lieux. Les gens ne céderont jamais face à ce projet d'aéroport. Valls a beau être déterminé, on l'est autant que lui, et il faut qu'il le sache. José Bové, Noël Mamère et Jean-Luc Mélenchon dénoncent l'utilisation de la force plutôt que de la médiation et appellent une nouvelle fois à la mobilisation. Et avec nous par téléphone, Ronan Dantec, sénateur vert de la Loire-Atlantique et conseiller municipal à Nantes. Vous étiez ce matin sur place pour manifester. Je voudrais tout d'abord avoir votre réaction sur l'opération d'évacuation. De violents heurts ont eu lieu. 2 journalistes auraient été blessés. Oui, moi je me désole de ces affrontements. Moi je suis non violent, je condamne toutes les violences. Donc je suis désolé, mais je suis vraiment désolé de la tournure que prend le débat sur ce projet. Nous avions 40 000 personnes à Notre-Dame-des-Landes samedi. 40 000 personnes et très majoritairement des gens qui avaient voté pour François Hollande. 5 jours après, Manuel Valls envoie les gardes mobiles pour recontrebalancer en disant ma détermination est aussi importante que celle des manifestants. Voilà, les gardes mobiles vont partir dans quelques jours. Il y aura de nouveau des réinstallations sur le site. Comme il ne peut pas y avoir de travaux en 2013, puisque le rapport de la commission d'enquête loi sur l'eau conclut que les mesures compensatoires au titre de la biodiversité ne sont pas aujourd'hui validées, donc il va falloir encore beaucoup de temps avant que ce projet ne puisse arriver au bout. Eh bien, au lieu d'avoir pendant toute l'année 2013 un espèce de chassé-croisé permanent entre les gendarmes et les opposants, je crois qu'il serait quand même beaucoup plus sérieux, raisonnable de se mettre autour d'une table et de rediscuter. Ronan Dantec, au vu du durcissement du conflit, est-ce qu'il est encore possible de discuter avec le gouvernement ? Écoutez, Manuel Valls, il parle souvent de Clémenceau. Alors je voudrais lui parler un peu plus précisément de Clémenceau. Clémenceau, c'est le ministre radical très anticlérical qui a arrêté les inventaires à un moment où ça risquait de tourner au drame. Moi je crois qu'en politique, la noblesse de l'action politique, c'est la capacité à être dans le réel et à mesurer les mobilisations. Aujourd'hui, c'est vrai que le jeu médiatique fait qu'à chaque fois qu'on rouvre un débat, c'est traduit comme une reculade. Mais moi je crois que c'est l'inverse. Moi je crois qu'il faut beaucoup de courage en politique pour ouvrir les débats, pour se remettre autour d'une table. Et je crois qu'on est dans ce moment politique-là. Au lieu de ça, Manuel Valls multiplie les déclarations incendiaires, non pas simplement sur l'aéroport, mais contre les écologistes, puisqu'il a dit à Lorient, il a mis dans le même sac à Lorient les gaz de schiste, l'aéroport et le nucléaire, en disant que c'était le même combat. Il a en plus agité la peur de l'étranger, ce qui est absurde, puisque ce projet, c'est bien les paysans du coin qui mènent le combat, mais je ne vois pas, je trouve que ce sont des phrases très dangereuses qui stigmatisent encore un peu plus la peur de l'étranger en France. Je vois pas où va Manuel Valls aujourd'hui. Nous, en tant qu'écologistes, on est beaucoup plus raisonnable, on est beaucoup plus rationnel. On appelle au débat, à la nomination d'un médiateur, comme l'ont fait les Allemands à Stuttgart sur un projet de gare qui avait mobilisé là aussi environ 50 000 personnes contre dans la rue. Ronan Dantec, une dernière chose, on n'entend pas les 2 ministres verts sur le sujet. Est-ce que ça vous choque ? Non, absolument pas, puisque en fait nous sommes dans une situation paradoxale. Ce gouvernement a pris des engagements forts sur la transition énergétique. Le débat va commencer, a pris des engagements forts sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est en phase avec les grands objectifs gouvernementaux sur ces politiques environnementales qui sont pour nous essentielles. Ce sont les déclarations de Hollande, ce sont les déclarations de Hérault. Hérault qui a toujours pris position contre le nucléaire en Loire-Atlantique, il ne faut pas l'oublier. Mais donc on est à la fois en phase avec des grands objectifs et les débats qui vont être lancés. Maintenant, nous allons nous y engager à plein avec nos ministres. Et puis sur l'aéroport, on sait que depuis le départ, nous ne sommes pas d'accord. Le désaccord a été acté. Cela voulait dire que nous manifesterions dès que ce projet voudrait se préciser. Donc moi, j'étais ce matin à Notre-Dame-des-Landes pour manifester. Ça fait partie du cadre complexe, je vous l'accorde, mais du cadre dans lequel la gauche a décidé de s'engager pour gagner face à Sarkozy. Donc nous sommes toujours dans ce cadre-là. Donc nous sommes résolument contre ce projet d'aéroport.
aéroports. Nous nous mobilisons contre, mais nous sommes aussi au gouvernement pour porter nos idées dans un cadre d'accord gouvernemental qui, lui, est toujours d'actualité, même si Manuel Valls semble un peu l'oublier dans ses déclarations de Lorient. Très bien, merci Renan Dantec d'avoir répondu à nos questions. Et comme chaque soir, avec notre partenaire, le nouvelobse.com, nous avons posé une question aux internautes. Les manifestants peuvent-ils faire reculer le gouvernement sur l'aéroport de Nantes? Et nous le découvrons ensemble. Vous voyez, une majorité de votants dit oui à 56%. C'est une crise politique qui se dessine. Le sommet européen se termine à Bruxelles par un goût d'inachevé, faute d'accord sur le budget de l'Union européenne de 2014 à 2020. Les tensions accumulées au fil des derniers mois sont apparues au grand jour entre Français et Britanniques. Les chefs d'État se donnent rendez-vous en janvier prochain pour de nouvelles négociations. Julie Hulin. Un échec. Les dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne se sont quittés cet après-midi sans aucun accord. Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, avait pourtant présenté hier soir une nouvelle proposition de compromis. Une enveloppe globale de 973 milliards sur 7 ans maintenue, mais des répartitions de dépenses modifiées. Augmentation pour la politique agricole commune et la politique de cohésion, coupe dans les dépenses pour la recherche et l'innovation. La France a déclaré être satisfaite de ses premières négociations, mais juge encore l'évolution du budget de la PAC insuffisante. La France, soutenue notamment par l'Italie et l'Espagne. Face à eux, l'opposition. David Cameron, le Premier ministre britannique, souhaite des coupes supplémentaires de l'ordre de 40 à 50 milliards d'euros, tout en maintenant le rabais britannique négocié en 1984 par Margaret Thatcher. La chancelière allemande Angela Merkel défend elle aussi davantage d'austérité en demandant notamment des efforts, y compris sur la politique agricole commune. Des divergences profondes au sein d'une Union européenne minée par la défense des intérêts nationaux. Une troisième rencontre devrait être organisée au mois de janvier prochain. Et pour en parler sur notre plateau, notre éditorialiste Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Marie. On aimerait un petit peu savoir quels sont les enjeux de ce budget 2014-2020. Les enjeux, c'est simplement de pouvoir financer la politique européenne jusqu'à l'année 2020. C'est quelque chose qui a toujours été très difficile. Régulièrement, à chaque fois, ce sont des tensions, donc il ne faut pas s'étonner de celles que nous voyons aujourd'hui. Et aujourd'hui, elles sont encore plus graves pour deux raisons. D'abord, il y a la crise, et la crise financière. Ensuite, il y a la montée de l'euroscepticisme partout en Europe, et notamment au Royaume-Uni, où on voit maintenant les travaillistes en pointe contre l'euroscepticisme. À partir de là, dès que vous devez verser de l'argent dans une caisse commune, évidemment, vous avez des tensions qui s'exercent dans chacun des pays. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile que les années précédentes, c'est que l'Europe n'a pas de budget propre. Ce sont chaque État qui paie dans le budget européen. Et donc, à partir de là, chaque national dit « Ah ben non, je paye beaucoup trop par rapport à ce que je reçois ». Et donc, le problème qui est aujourd'hui posé, c'est de savoir est-ce que l'Europe aura un budget pour financer sa politique qui est agricole, fonds structurels, régionaux. Il ne fait pas de doute qu'au début de l'année prochaine, je ne sais pas dans quel état cela sera, mais il ne fait pas de doute que le budget sera voté et il y aura un budget européen, il ne faut pas s'inquiéter d'ici à l'année 2020. Il n'est pas envisageable que les États membres ne parviennent pas à un accord sur le sujet. Et il n'est pas... Je n'en peux rien savoir parce que la crise bouleverse tellement les données, mais pour l'heure, il n'est pas envisageable, je pense, qu'on n'arrive pas à un accord. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez remarqué, M. Cameron n'a pas du tout répété qu'il pourrait apposer son veto aux négociations. Non, mais les points d'achoppement sont nombreux. Alors, les points d'achoppement sont évidemment nombreux et ils sont quelque part logiques, puisque nous allons baisser le budget européen, je parle en pouvoir d'achat, entre 2014 et 2020. À partir de là, il y a un problème sur la répartition de ce budget. La France, par exemple, est favorable à la baisse du volume du budget. Elle est d'accord pour faire des efforts, comme l'Allemagne, évidemment moins que le Royaume-Uni, mais qu'adviendra-t-il de la politique agricole commune? Si on maintient la politique agricole commune, qu'adviendra-t-il des fonds régionaux, des fonds structurels alloués à d'autres pays? Donc en baissant, vous mettez tout le monde d'accord parce que personne ne veut vraiment payer, mais en baissant, vous mettez les parties du budget en opposition les unes aux autres. Donc vous créez d'autres conflits. Vous créez un conflit si vous ne baissez pas, et si vous baissez, vous créez d'autres conflits sur la répartition d'une enveloppe qui diminue. Et on a vu un François Hollande qui montait au créneau, un François Hollande combatif. Alors exactement, on a vu François Hollande combatif, même avec des mots assez durs vis-à-vis de la délégation britannique.
Pourquoi combatif? Évidemment, la France a un vrai problème, c'est le problème du budget agricole. Il faut répéter que la France est contributeur net, c'est-à-dire qu'elle verse plus à l'Europe qu'elle ne reçoit, mais si, pour maintenir l'enveloppe budgétaire dans les limites acceptables, on doit rogner sur la politique agricole commune, nos agriculteurs reçoivent 10 milliards d'euros par an de la politique agricole commune, ça créera un problème politique pour François Hollande. Donc, effectivement, il a été particulièrement combatif et il est fort probable d'ailleurs que sur cette affaire, il reçoit encore le soutien de Mme Merkel. On verra ça au début d'année prochaine. Merci Jean-Louis. Le budget 2013, nouvel objet de discorde au sein de la majorité sénatoriale. Le texte discuté à partir d'aujourd'hui n'a pas l'aval des communistes qui devraient s'abstenir. Mais pour les socialistes, c'est l'affront de trop. Ils haussent le ton et demandent aux communistes de rentrer dans les rangs. Fabrice Cunet. Drôle d'ambiance ce matin en commission des finances. Les élus du Front de gauche menacent toujours de ne pas suivre le gouvernement sur le volet recettes de son budget. Alors le ton monte au sein de la majorité. Quelques voix vous manquent et c'est toute l'institution qui serait menacée. C'est un appel du pied à celles et ceux qui aiment le Sénat et qui veulent défendre et promouvoir le bicamérisme. Moi je comprends tout à fait, je n'ai aucun commentaire à faire sur le choix des uns et des autres, des centristes, des communistes, c'est leur responsabilité politique. Je dis simplement de bien mesurer les conséquences que cela aurait, que les recettes soient votées ou ne soient pas votées. C'est deux choses différentes. Car si le volet recettes n'est pas voté mercredi, le Sénat sera privé de débat sur les dépenses et les missions. Ce sera à l'Assemblée nationale de trancher. Impensable pour les partenaires des socialistes ici. Pour ceux qui ont des états d'âme, moi je le regrette, cet agacement qu'ils ont. Qu'on l'exprime dans l'hémicycle, c'est normal. Mais qu'on aille jusqu'à l'acte majeur de refuser que le budget se poursuive, je trouve que c'est une mauvaise manière faite au Sénat. De leur côté, pour les élus communistes, la balle serait dans le camp du gouvernement. C'est pas une question d'inflexibilité, c'est surtout que de l'autre côté, le gouvernement a décidé qu'il ne voulait pas du tout bouger l'équilibre auquel il est parvenu après la discussion à l'Assemblée nationale. Et à partir du moment où il n'y a pas de bouger, difficile d'en faire de notre côté. Au moment d'entamer les discussions en séance, les élus communistes ont entrouvert la porte. L'attitude du gouvernement sur leurs amendements conditionnera leur vote. Une main tendue que les ministres concernés ont jusque-là toujours refusé. À l'ordre du jour cette semaine au Sénat, on l'a vu, le budget 2013, mais aussi les OGM ou encore le livret A. Tour d'horizon de l'actualité sénatoriale avec Nadia Belromari. Le budget 2013 devrait s'achever, sauf rebondissement, par un rejet, comme pour celui de la Sécu, même si les sénateurs communistes, cette fois, s'abstiendront. Chez les socialistes, on veut croire que les ponts ne sont pas coupés avec les alliés communistes. Le Sénat sera-t-il au rendez-vous historique, conduisant depuis la Seconde Guerre mondiale à un tel effort d'assainissement des finances publiques? La question nous est posée et c'est dans cette perspective que nous allons nous mobiliser tout au long de ce débat. Mais les centristes et l'UMP ayant prévu de voter contre le texte, l'abstention du groupe communiste devrait entraîner le rejet. Je ne peux pour ma part que noter le décalage de plus en plus grand de ce texte par rapport à la réalité. Le budget 2013, voté mardi par les députés, prévoit notamment 24 milliards de hausses d'impôts, dont la taxe à 75%. Lundi, devant les parlementaires, le professeur Gilles-Éric Serralini s'est confronté à ces contradicteurs. Si chaque table ronde consiste à me mettre en cause sans que je puisse répondre, je n'ai qu'à sortir. Une véritable confrontation entre les partisans et les opposants de cette étude. Mais pour tous, l'étude Serralini est avant tout un levier pour questionner le système d'expertise scientifique. Et ça permet d'échanger des arguments et ça permet de relativiser les arguments des uns et des autres ou de voir des directions législatives. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, doit prochainement négocier une position franco-allemande sur la législation des OGM. Mercredi, le Sénat s'est penché sur la gestion 2011 de la Caisse des dépôts et consignations et ses perspectives. Une année difficile parce que dans un contexte difficile, le groupe de la Caisse des dépôts a dégagé des résultats qui en apparence montrent sa robustesse, mais qui en réalité, si on va au-delà des apparences, démontrent bien que l'année n'a pas été simple.
Une autre bonne nouvelle, la différence entre dépôt et retrait sur le livret A, négative en 2010, est repartie à la hausse. La collecte sur le livret A et le livret de développement durable a continué d'être dynamique et explique cette croissance du bilan. En revanche, la situation de Dexia inquiète. C'est un dossier qui n'est pas terminé, qui risque encore de coûter cher à la République française et, je l'espère, pas à la Caisse. La Caisse des dépôts a perdu 4 milliards d'euros dans le dossier Dexia, dont elle est le premier actionnaire. Son enlèvement porte à 13 le nombre d'otages au Mali. Le Français Gilberto Rodriguez Real a été enlevé par 6 hommes armés mardi soir. Son rapt a été revendiqué par un groupe islamiste, le Mujao. Le Mujao, un des groupes islamistes armés qui contrôle le nord du pays. Depuis mars dernier, le Mali en effet est divisé et traverse une crise politique, économique et humanitaire. Et c'est dans ce contexte que vous, Pierre Cresson, grand reporter, vous êtes rendu sur place pour un reportage qui sera diffusé demain sur Arte Reportage à 18h35, intitulé Mopti, dernier rempart contre les islamistes. Pourquoi Mopti, ville symbole au Mali? Le Mali est un pays qui est coupé en deux et en tant que bon Français, bon teint, je pense que monter au nord n'aurait pas été possible et aurait été trop dangereux, vu les enlèvements qu'il y a de tous les Français. Donc on a choisi d'aller à la frontière le plus proche de cette zone-là, et c'est cette ville de Mopti, Mopti-Sévaré, où se trouve l'armée et les milices qui sont là, qui sont prêtes à défendre le pays. Alors justement, je vous propose de regarder un extrait de votre reportage où vous présentez l'une des milices d'autodéfense présentes à Mopti. Gandakoy, les maîtres de la terre, c'est le nom de cette milice. Elle est constituée de civils, paysans, commerçants ou étudiants venus surtout du nord du pays. Parmi eux, Zenabou Naïga, 21 ans. Cette étudiante en économie s'est engagée il y a 8 mois. Pose bien ta main sur le chargeur. Elle a fui sa ville de Gao dans le nord et a atterri ici, quelques kilomètres au sud de la zone occupée par les islamistes. Son engagement au sein de la milice Gandakoy est motivé par un profond désir de revanche, de vengeance même. Si on nous donne des armes aujourd'hui, nous n'attendrons ni l'armée ni la CEDEAO. À partir d'aujourd'hui, je suis une criminelle. Tous les barbus qui se présenteront devant moi, tant pis pour eux. Si nous commençons à égorger, on ne s'arrêtera pas. Mon grand-père a été enterré à Gao. Moi aussi, je veux mourir à Gao. C'est pour ça que je suis là. Pierre Cresson, les personnes que vous avez rencontrées sont-elles toutes habitées par ce fort désir de vengeance ? En tout cas, dans la milice qu'on a vue, oui. Dans la milice qu'on a vue, là, les gens ont tous souffert au nord, ou eux directement, ou leur famille. Et s'ils sont dans la milice, s'ils ont entre 20 et 30 ans, c'est qu'ils veulent reconquérir le nord. On le voit dans votre reportage, ces milices se multiplient. Que fait l'armée régulière? Que font les autorités? L'armée, bizarrement, est pas mécontent d'avoir ces milices-là, parce qu'ils vont servir de supplétifs, ils vont servir, entre guillemets, peut-être de chair à canon, et ils vont faire la guerre. Ces jeunes qu'on voit vont faire cette guerre-là, et ils risquent d'être un petit peu devant. Car en face, les milices islamistes sont lourdement armées, surentraînées? Oui, on sait ce qui s'est passé avec la Libye. Donc les islamistes... C'est très compliqué, il y a plusieurs groupuscules, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ont récupéré plein d'armes de Kadhafi et sont surarmés actuellement et sont assez sérieux en face. Ce sont des clients, on va dire, très sérieux. Alors on attend la CEDEAO. Que va faire la CEDEAO exactement? Quand est-ce qu'elle va se mettre en place? On attend aussi la France, peut-être les États-Unis, mais tout ça, ça reste politique. Ça, c'est une forte attente que vous ont exprimé les Maliens, la force internationale qui pourrait intervenir dans les prochains mois? Ils en rêvent, parce que l'armée actuellement, elle est très faible. La preuve, elle n'a pas pu défendre les villes de Gao, de Tombouctou. Elle est partie. On voit dans le reportage ensuite un militaire qui raconte que bon, ils sont partis de là-haut.
ils attendent vraiment, du moins de la communauté internationale, ils attendent vraiment de la CEDEAO pour les aider parce qu'ils ne sont pas assez nombreux et pas assez armés pour combattre les islamistes. L'ONU parle de plus de 400 000 déplacés depuis le début du conflit. Est-ce que vous avez été face à une situation humanitaire qu'on imagine dramatique? Le Mali est un pays pauvre, déjà dramatique à la base. Là où j'étais, et on ne peut pas dire que c'est le seul endroit où il y a le plus de camps de déplacés, on ne parle pas de réfugiés mais de déplacés, mais il y a des gros camps qui se trouvent en Mauritanie, des gros camps qui se trouvent au Burkina Faso, au Niger, un peu partout. Les gens fuient la charia, fuient les islamistes qui font quand même régner une charia un peu dure. Hein. Ça ampute encore aujourd'hui, on donne encore des coups de bâton pour une simple cigarette. Et alors justement, ce que vous ont dit les gens qui venaient du Nord sur le régime de la charia instauré? Il n'est pas accepté, en tout cas par les gens qui ont fui, peut-être que les gens qui sont sur place en incommodent, mais on peut dire que la charia était violente. Hein. Il y a presque pas des exécutions, mais moins des exécutions en place publique ou des lapidations ou presque quotidiennement à Tombouctou ou à Gao. Donc ils ont la police islamique qui est assez présente et à mon avis la vie n'est pas toujours facile, surtout pour les femmes qui doivent rester voilées. On aimerait avoir aussi votre point de vue, votre ressenti personnel de grand reporter sur ce terrain de conflit-là au Mali, sur l'issue éventuelle. Est-ce que la menace est réelle des islamistes du Nord? Alors je ne suis pas devin, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un front ouvert du djihad, pas si loin de ça, de pas mal de pays qu'on connaît bien, hein, ça peut être l'Algérie, tous les pays du Maghreb ou la Mauritanie. Et c'est un djihad qui existe. Il n'y a pas longtemps, il y a encore un Français là qui a été arrêté il y a quelques heures, qui a essayé de rentrer pour faire le djihad, qui s'est fait arrêter en Mauritanie. Mais c'est un front ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent arriver de plein de pays, et on est peut-être face à un nouvel Afghanistan. Très bien, merci Pierre Cresson d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que demain sera diffusé sur Arte Reportage à 18h35 votre reportage donc tourné à Mopti. Avant de nous quitter, cette dernière information, François Fillon a décidé de saisir la commission des recours à la demande d'Alain Juppé. On l'apprend à l'instant par un communiqué d'Éric Ciotti. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre émission Itinéraire bis, la Normandie se met à table. Très bonne soirée sur Public Sénat. L'on s'adressera à moi en respectant mon sexe et ma féminité, en disant Madame la ministre et en parlant de la représentante du gouvernement. Je ne me suis jamais interdit de faire quelque chose sous prétexte que c'était un milieu d'homme ou une carrière d'homme ou une trajectoire d'homme. Comment vous avez trouvé le look d'Édith Cresson? Est-ce que vous avez aimé sa veste pied de poule et sa façon de retrousser les manches avant d'attaquer? Écoutez, moi ça m'ennuie beaucoup, vous me parliez de ça, parce que je crois que Édith Cresson est Premier ministre, et c'est le Premier ministre que l'on a jugé. Le reste, les détails vestimentaires, on peut parler. Vous voulez qu'on parle de votre cravate, en fait? Moi j'ai vu des grands hommes politiques et non des moindres aller dans certains pays et faire des discours de leçons, voilà, en disant qu'une démocratie, qu'une civilisation ne pouvait pas exclure les femmes aux responsabilités. Alors comme j'ai dit très récemment, alors chiche. Madame la ministre, demain à 22h sur Public Sénat. C'est vrai que je ne m'exhibe pas. Je reste moi-même. C'est ma force. Ce que vous voyez ici, c'est ce que je suis. Je n'aime pas les honneurs, les protocoles, les palais. Je revendique une simplicité qui n'est pas une retenue, mais la marque de l'authentique autorité. Ça, c'était François Hollande vu par lui-même. Mais qui est vraiment cet homme qui a conquis le pouvoir sur le thème de la normalité? Est-il si simple que ça? Se montre-t-il vraiment en permanence tel qu'il est? Et que nous disent sur lui ses premiers mois à l'Élysée? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, le moi et le surmoi du locataire de l'Élysée. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est mercredi à 18h15 sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes.
Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.